Le 18 septembre 2025, deux événements apparemment impossibles se sont produits, séparés par seulement 72 heures. La péninsule russe de Kamtchatka a été secouée par un puissant séisme de magnitude 7,8, le plus récent d'une série dévastatrice débutée en juillet. Mais 3 jours auparavant, notre planète avait été frappée par un autre type de secousse, une tempête géomagnétique de niveau G3, juste au moment où notre astre solaire se réveillait d'un sommeil d'11 ans. Coïncidence peut-être. Cependant, il y a un troisième protagoniste dans cette histoire cosmique, la comète 3E Atlas, un visiteur interstellaire qui se dirige vers le Soleil, avec une enveloppe de plasma atteignant déjà la moitié de sa taille et qui continue de s'étendre chaque jour. Pour le meilleur ou pour le pire, nous sommes témoins de quelque chose qui n'a aucun précédent dans les archives humaines. Restez avec nous. Ce soir, nous explorerons si ces événements extraordinaires sont de simples coïncidences ou s'ils font partie d'un ensemble beaucoup plus profond que ce que la science ose accepter. Première partie. Le Soleil se réveille. Le 18 septembre 2025, la Terre a de nouveau tremblé. Un séisme de magnitude 7,8 a secoué les eaux de la mer Noire, près de la péninsule du Kamtchatka, une région célèbre pour ses tremblements de terre, nichée dans le redouté cercle de feu du Pacifique. Mais ce qui rend ce moment vraiment singulier, c'est ce qui s'est passé 3 jours auparavant. La planète avait été frappée par un phénomène complètement différent, une tempête géomagnétique de catégorie G3. L'un des événements de météorologie spatiale les plus intenses de l'année avait frappé notre magnétosphère comme un tsunami invisible. 2 événements au cours d'un même week-end, et entre eux, une question que tout esprit rationnel s'arrêterait à poser: quelles sont les probabilités? Voyez-vous, notre Soleil se réveille. Après des années de calme relatif, le cycle solaire numéro 25 atteint son point d'activité maximale. Et les données révèlent une histoire aussi fascinante qu'inquiétante. L'Administration nationale océanique et atmosphérique, via son centre de prévision du climat spatial, observe une augmentation constante de l'activité solaire davantage de trous coronaux, des courants de vent solaire à grande vitesse et des perturbations géomagnétiques capables de provoquer des aurores, visibles jusqu'au sud comme au Colorado. Mais c'est ici que le mystère commence à s'approfondir. La tempête G3 des 14 et 15 septembre n'a pas été provoquée par une éruption solaire ni par une éjection de masse coronale. Sa source était quelque chose de plus subtil et persistant, un courant à grande vitesse provenant d'un trou coronal. Imaginez les lignes du champ magnétique du Soleil s'ouvrant comme les pétales d'une fleur, créant un chemin invisible par lequel des particules chargées voyagent vers la Terre à des vitesses dépassant 600 km par seconde. Le séisme qui a suivi n'était pas non plus une réplique ordinaire. Ce mouvement de magnitude 7,8 a secoué la même zone qui avait été dévastée à peine 7 semaines plus tôt par un séisme colossal de 8,8 degrés, l'un des plus puissants jamais enregistrés par les instruments modernes. L'événement du 29 juillet avait provoqué un tsunami qui s'était étendu sur tout l'océan Pacifique. Des systèmes de détection répartis de Hawaï au Chili restent en alerte, surveillant toute perturbation marine pouvant modifier les côtes. Tout sismologue respecté
affirmera que les tremblements de terre sont provoqués par les forces tectoniques, cette lente danse millénaire du mouvement des plaques continentales, qui a sculpté la surface terrestre pendant des éons. Et en effet, cela est totalement vrai. Mais si l'histoire ne s'arrêtait pas là, voici le troisième protagoniste de ce récit cosmique, la comète 3I Atlas, officiellement désignée C 2025N. 1. Nous ne parlons pas d'une comète ordinaire, mais du troisième visiteur interstellaire confirmé traversant notre système solaire. Un vagabond du vide entre les étoiles, voyageant à toute vitesse vers une rencontre proche avec notre Soleil. Le 30 octobre 2025, elle atteindra son périhélie, le point le plus proche de notre étoile, à une distance approximative d'1,4 unité astronomique. Avant de commencer à stocker des conserves, clarifions quelque chose. 3. Atlas ne représente aucune menace pour la Terre. Son approche la plus proche sera d'environ 1,8 unités astronomiques, soit environ 168 millions de kilomètres, donc plus loin que la distance qui nous sépare du Soleil lui-même. Ce n'est pas un événement d'extinction, mais une opportunité scientifique unique. Ce qui rend cette comète véritablement extraordinaire, ce sont les observations captées par le télescope spatial Hubble, qui ont révélé un phénomène sans précédent. Ce voyageur interstellaire montre déjà des signes d'activité, développant une énorme coma, un nuage diffus de gaz et de poussière, à une distance où la plupart des comètes restent inactives. Nous parlons d'une structure pouvant atteindre 700 000 km de large, soit presque la moitié du diamètre du Soleil. Prenez un moment pour l'imaginer, un objet provenant d'un autre système stellaire, porteur de composés chimiques et de glace formés dans une lointaine nurserie cosmique, générant une sphère d'activité si colossale qu'elle pourrait engloutir plusieurs terres sans toucher les bords. Et le plus étonnant, elle le fait alors qu'elle se trouve encore à des millions de kilomètres de la chaleur solaire directe. À présent, avant de continuer, je veux être très clair. La sismologie traditionnelle n'a trouvé aucune preuve établissant une relation de cause à effet entre tempêtes solaires et séismes. Le Service géologique des États-Unis, USGS, l'institution la plus importante au monde pour la surveillance sismique, soutient que l'activité tellurique est le produit de forces tectoniques et non du climat spatial. Néanmoins, nous explorerons des hypothèses alternatives au fil du récit, tout en les identifiant clairement comme des spéculations et non comme des faits avérés. Cela dit, le timing des événements est intrigant. Le 14 septembre, la tempête géomagnétique a été provoquée par un trou coronal transéquatorial récurrent, une brèche persistante dans le champ magnétique du Soleil qui a émis du vent solaire à grande vitesse vers la Terre pendant plusieurs jours. Ce même trou, connu des physiciens solaires sous le nom de CH 1316, a généré les conditions nécessaires à de multiples perturbations géomagnétiques au cours du mois. Les courants de vent solaire, provenant des trous coronaux, sont très différents des explosions violentes associées aux éruptions solaires. Au lieu d'un impact soudain, ils exercent une pression constante et prolongée qui peut durer plusieurs jours. Pendant ces périodes, la densité du vent solaire chute drastiquement, parfois en dessous d'une seule particule par centimètre cube, tandis que la vitesse atteint presque le double de la moyenne normale de 400 km par seconde. Pour ceux qui suivent ces phénomènes depuis chez eux, il est possible de surveiller ces conditions en temps réel.
l'Administration nationale océanique et atmosphérique, NOAA, via son Centre de prévision du climat spatial, fournit des rapports continus de l'indice KP, une échelle qui mesure les perturbations géomagnétiques et allant de 0 à 9. Toute valeur supérieure à 4 peut affecter les systèmes technologiques, tandis qu'un niveau de 6 ou 7 a le potentiel d'interrompre les réseaux électriques, les satellites et les systèmes GPS. Parallèlement, le Service géologique des États-Unis, USGS, maintient des bases de données transparentes, enregistrant toute l'activité sismique mondiale. Tout mouvement tellurique supérieur à une magnitude de 2,5 est catalogué, analysé et publié pour le public quelques minutes seulement après sa détection. Lorsque les gros titres seront saturés de spéculations, et croyez-moi, cela arrivera, voici vos sources fiables d'informations. Mais revenons à notre voyageur cosmique. 3. Atlas ne traverse pas l'héliosphère seul. Octobre 2025 s'annonce comme l'un des mois les plus actifs et riches en phénomènes solaires depuis des années. Les prochains mois promettent d'être inoubliables pour les observateurs de comètes, probablement les plus actifs de l'histoire récente. La comète C 2025R de Swan effectuera son approche la plus proche de la Terre entre le 19 et le 20 et 1 octobre, passant à seulement 0,26 unités astronomiques, suffisamment proche pour développer une queue visible avec des jumelles. Parallèlement, C 2025. Limon 6 augmente rapidement sa luminosité et les projections indiquent qu'elle pourrait atteindre une magnitude de 4e catégorie vers la fin octobre, la rendant perceptible à l'œil nu sous un ciel sombre, à condition de savoir exactement où regarder. Plusieurs voyageurs célestes, un soleil hyperactif, et en réponse, la Terre enregistrant certains de ses mouvements sismiques les plus intenses depuis plus d'une décennie. Coïncidence. Ou y a-t-il quelque chose de plus derrière cette synchronie cosmique? Dans les prochains segments, nous explorerons des théories cherchant à relier ces événements de manière à défier notre compréhension de l'interdépendance du système solaire. Voici ce que nous savons avec certitude absolue, le champ magnétique du Soleil s'étend bien au-delà de sa surface visible, formant une vaste héliosphère qui enveloppe toutes les planètes et se projette dans l'espace interstellaire. Lorsque des corps comme 3I Atlas pénètrent dans ce domaine, ils s'intègrent à un circuit électrique cosmique couvrant des milliards de kilomètres cubes. Leurs énormes comas, ces nuages de poussière et de gaz chargés, interagissent avec le vent solaire, le champ magnétique interplanétaire et les systèmes de courants électriques circulant dans notre voisinage galactique. La question n'est plus de savoir si ces interactions se produisent, car elles se produisent sans aucun doute. La véritable inconnue est de savoir si elles sont suffisamment puissantes pour affecter des processus géologiques sur une planète située à 150 millions de kilomètres. L'équilibre délicat, existant, entre les tensions des plaques tectoniques pourrait être modifié par des fluctuations électromagnétiques dans l'environnement qui nous entoure. Dans cette enquête, nous aborderons 3 niveaux de preuve. Premièrement, les données vérifiables, mesures du climat spatial, relevés sismiques et observations astronomiques bénéficiant d'un consensus scientifique. Deuxièmement, les hypothèses controversées théories suggérant des liens possibles entre l'activité solaire et les séismes, encore débattus au sein de la communauté scientifique.
Et enfin, les scénarios purement spéculatifs, idées qui repoussent les limites de la pensée conventionnelle et nous poussent à imaginer ce qui pourrait se trouver au-delà de notre compréhension actuelle. Notre voyage commence par un regard plus détaillé sur la péninsule du Kamtchatka, une région où les forces tectoniques ont façonné l'une des zones les plus sismiquement actives de la planète. Mais même les explications les plus géologiques cachent des questions sur les synchronies, les motifs et les rythmes mystérieux qui semblent décider du moment où la Terre libère son énergie accumulée. Que se passe-t-il lorsqu'un voyageur interstellaire avec un nuage de plasma de la taille de la moitié du Soleil croise un système stellaire en pleine tempête magnétique? Nous sommes sur le point de le découvrir. Deuxième partie. L'amas de Kamtchatka. Libération sismique sans précédent. Imaginez la scène le 29 juillet 2025. 14 heures, 55 minutes et 10 secondes. Temps universel coordonné. À cet instant, le fond océanique de la péninsule russe de Kamtchatka subit une transformation brusque. En moins de 3 minutes, une faille qui était restée bloquée pendant des décennies libère une quantité d'énergie équivalente à 32 milliards de tonnes de TNT. Le séisme de magnitude 8,8 qui s'est produit a généré un tsunami si colossal qu'il a modifié la durée du jour terrestre de quelques microsecondes seulement. En quelques minutes, les systèmes d'alerte dans tout le Pacifique se sont activés. Le réseau de détection et de signalement des tsunamis en eau profonde, DART, a enregistré des vagues se déplaçant à près de 800 km par heure. Les images capturées par la série satellitaire JSON de la NASA ont confirmé l'ampleur de l'événement, montrant des ondulations océaniques s'étendant comme une cicatrice liquide à travers le Pacifique. Des vagues de plus de 3 mètres de hauteur ont été enregistrées dans les profondeurs océaniques, transportant une énergie suffisante pour dévaster des villes côtières à des milliers de kilomètres. Cependant, ce qui rend cet événement vraiment exceptionnel dans les annales de la sismologie, c'est qu'il n'était pas complètement inattendu. Eh bien, pas totalement. La péninsule du Kamtchatka se situe sur l'une des zones de subduction les plus actives de la planète, où la plaque du Pacifique plonge sous la plaque de Yakoutie à un rythme d'environ 8 cm par an. Cette collision constante a accumulé des tensions pendant des siècles, créant les conditions parfaites pour ce que les sismologues appellent un mégaséisme. La géométrie de subduction dans cette région est presque parfaite pour générer des événements sismiques gigantesques. La plaque plongeante du Pacifique forme un plan de faille doucement incliné capable de se rompre sur des centaines de kilomètres simultanément. Lorsqu'elle cède enfin, la plaque sous-jacente réagit comme un ressort comprimé, déplaçant d'énormes volumes d'eau de mer dans le processus. Ce qui n'était pas prévu, c'est la concentration sans précédent de grandes répliques qui a suivi. À la mi-septembre, la région avait déjà connu plus de 40 répliques d'une magnitude supérieure à 6, dont plusieurs pourraient à elles seules être considérées comme de forts séismes. L'événement de magnitude 7,8 du 18 septembre n'a été que le dernier maillon d'une séquence qui a maintenu les sismologues en alerte constante. Pour comprendre la pertinence de ce regroupement sismique, il est nécessaire de connaître la manière dont la tension se transmet le long des systèmes de failles. Lorsqu'une faille majeure libère de l'énergie lors d'un séisme, elle ne relâche pas seulement la pression accumulée,
mais redistribue également le stress vers les zones environnantes. Des zones auparavant stables se voient soumises à des tensions supplémentaires, tandis que d'autres connaissent ce que les sismologues appellent des ombres de stress, où la probabilité de tremblement diminue temporairement. Le défi avec les mégaséismes, comme celui du 29 juillet, est qu'ils peuvent déclencher des failles en cascade sur de vastes régions. La zone de rupture initiale s'est étendue sur près de 600 km, le long de la limite des plaques. Mais les changements de tension générés se sont propagés encore plus loin. Des modèles de tension réalisés par l'USGS suggèrent que des dizaines de segments de failles voisins ont connu une augmentation de la probabilité d'activation après le choc principal. C'est ici que la sismologie traditionnelle et les hypothèses alternatives commencent à diverger. L'explication standard du 18 septembre est simple. Il s'agit d'une réplique majeure provoquée par les changements de tension générés lors du séisme de juillet. La magnitude de 7,8 corrobore cette interprétation. C'est le type d'événement de suivi attendu dans une séquence de grande ampleur. Mais en science, le moment est tout, et ici, il est surprenant. Le séisme du 18 septembre est survenu à peine 3 jours après qu'une tempête géomagnétique G3 ait traversé la magnétosphère terrestre. Coïncidence? Ou pourrait-il exister un lien plus profond entre l'environnement électromagnétique de la Terre et les efforts tectoniques qui provoquent les séismes? Avant de spéculer, voyons ce qui s'est réellement passé ces jours critiques de septembre. La tempête géomagnétique a commencé le 14 septembre, lorsqu'un courant à grande vitesse, provenant d'un trou coronal, a percuté la magnétosphère terrestre. Contrairement aux éjections de masse coronale, son effet a été une pression soutenue, augmentant progressivement sur 48 heures. Les magnétomètres ont enregistré des fluctuations du champ magnétique atteignant les niveaux G3, suffisants pour générer des aurores visibles à haute latitude et même des interruptions mineures des communications radio. De manière plus subtile, la tempête a induit des courants telluriques dans la croûte terrestre, des flux électriques suivant les structures géologiques et pouvant atteindre des intensités surprenantes le long des failles. Le Centre de prévision du climat spatial de la NOAA a documenté l'événement en détail, des vitesses de vent solaire proches de 700 km par seconde et une densité de particules inférieure à 1 proton par centimètre cube, créant ce que certains chercheurs appellent un vide du vent solaire, un environnement à basse pression qui, selon certaines théories alternatives, pourrait influencer les processus tectoniques par couplage électromagnétique. C'est ici que nous devons être prudents. L'idée que le climat spatial puisse déclencher des séismes reste très controversée. Des revues exhaustives publiées dans des journaux de géophysique n'ont trouvé aucune corrélation statistique significative entre les tempêtes géomagnétiques et les séismes lorsqu'on applique des contrôles rigoureux. Cependant, certaines études isolées rapportent de faibles corrélations sous des conditions très spécifiques, soulignant des facteurs tels que les variations de pression atmosphérique, les perturbations ionosphériques ou les courants induits comme déclencheurs possibles de failles déjà instables. La phrase clé ici est « faille sur le point de céder ». Certaines études suggèrent que le climat spatial pourrait induire des séismes dans des régions normalement considérées stables. La péninsule du Kamtchatka n'était pas exactement calme en septembre 2025. La zone présentait déjà une activité sismique élevée après le mégaséisme de juillet. Les séquences de répliques
suivent généralement des schémas statistiques bien établis, avec la fréquence des événements diminuant selon des lois de puissance, validées sur des milliers de séquences sismiques à travers le monde. Ce qui rend l'événement du 18 septembre vraiment remarquable, ce n'est pas son occurrence de grande réplique après un séisme de magnitude 8,8 était attendu, mais sa synchronisation exacte avec la tempête géomagnétique. Une analyse statistique rigoureuse serait nécessaire pour déterminer si ce moment s'inscrit dans les marges de coïncidence prévues ou s'il représente quelque chose de plus significatif. La physique derrière le déclenchement possible de séismes par le climat spatial envisage plusieurs mécanismes. Les tempêtes géomagnétiques peuvent induire des courants électriques dans des structures géologiques conductrices, modifiant potentiellement la pression des fluides le long des plans de faille. Les variations de pression atmosphérique associées au chauffage ionosphérique pourraient, en théorie, affecter les champs de tension de la croûte terrestre. Certains chercheurs proposent même que les effets électromagnétiques pourraient altérer le comportement des fluides à l'intérieur des zones de faille. Mais voici le point crucial, même si ces mécanismes existent, ils n'affecteraient que des failles déjà chargées et prêtes à céder. Le climat spatial ne peut pas générer des séismes à partir de rien au mieux. Il pourrait avancer l'occurrence d'événements déjà imminents. La science des tsunamis dérivés de ces séismes mérite une attention particulière. Le séisme du 29 juillet est devenu un véritable cas d'essai pour les systèmes d'alerte de nouvelle génération. Le système Guardian de la NASA, utilisant la technologie GPS pour détecter en temps réel les mouvements du sol, a fourni des données cruciales quelques minutes après la rupture initiale. Combinés au réseau sismique traditionnel et au réseau des ART, ces systèmes ont offert une image sans précédent de la propagation de l'énergie, tant dans la croûte terrestre que dans l'océan surjacent. Les vagues générées par l'événement de juillet ont traversé le Pacifique en moins de 10 heures, nous rappelant la vitesse à laquelle les tsunamis peuvent se déplacer à travers les bassins océaniques. Les communautés côtières de l'Alaska au Chili ont reçu des alertes précoces, démontrant la coopération internationale qui s'est développée dans la science des tsunamis depuis le dévastateur événement de l'océan Indien en 2004. À mesure que 2025 avance, les sismologues continuent de surveiller de près la région du Kamtchatka. Les modèles statistiques prévoient de nouvelles répliques de grande magnitude, avec des probabilités qui diminueront progressivement dans les mois et années à venir. Cependant, ces modèles traditionnels ne prennent pas en compte un facteur extraordinaire. Nous approchons d'une confluence inédite d'événements astronomiques. Une comète interstellaire, avec une coma de plusieurs centaines de milliers de kilomètres, se rapproche d'un soleil magnétiquement actif au sommet de son cycle de 11 ans. S'il existe un couplage électromagnétique entre le climat spatial et l'activité sismique, et cela reste une simple hypothèse, les semaines à venir pourraient nous offrir le cas d'étude le plus complet et convaincant jamais enregistré. La question n'est pas de savoir si corrélation équivaut à causalité, mais si la corrélation est suffisamment forte pour justifier une enquête scientifique sérieuse. Sous le Kamtchatka, la Terre reste agitée, la zone de faille s'ajustant aux énormes changements de tension du 29 juillet. Au-dessus, le climat spatial devient de plus en plus turbulent, tandis que le cycle solaire 25 approche de son pic.
Et quelque part dans l'obscurité entre les planètes, 3I Atlas poursuit son ancien voyage vers une rencontre avec notre étoile. Que se passe-t-il lorsque ces trois domaines géologiques, solaires et interstellaires convergent en un court laps de temps? La péninsule du Kamtchatka pourrait bien être sur le point de répondre, que cela nous plaise ou non. Troisième partie. Le générateur de séismes. Quelque chose d'extraordinaire se produit dans l'espace, entourant notre planète, et la plupart des gens n'y prêtent jamais attention. Pendant que vous lisez ces lignes, la Terre est enveloppée par un flux invisible de particules chargées voyageant depuis le Soleil à des vitesses capables de traverser les États-Unis en moins de 20 secondes. Ce phénomène est connu sous le nom de vent solaire, et il circule autour de notre planète depuis des milliards d'années. Mais ce flot de particules n'est pas constant. Il coule parfois avec intensité, parfois ralenti, et, à certaines occasions, crée des conditions qui permettent à un petit groupe de chercheurs de suggérer qu'il pourrait littéralement secouer le sol sous nos pieds. Pour comprendre cela, il faut parler des trous coronaux. Imaginez la surface du Soleil, non pas comme une sphère de feu uniforme, mais comme un paysage magnétique complexe, avec des lignes de champ ouvertes et fermées. La majorité de ces lignes forment des boucles qui retournent à la surface, piégeant le plasma chaud dans des arcs élégants que nous observons comme des protubérances solaires et des régions actives. Les trous coronaux, en revanche, sont différents. Ici, les lignes magnétiques se projettent directement dans l'espace, créant des autoroutes magnétiques par lesquelles le matériel solaire s'échappe librement. Le résultat est un courant de particules à grande vitesse qui peut dépasser 700 km par seconde, presque le double de la vitesse moyenne du vent solaire. Et c'est là que l'histoire devient vraiment fascinante pour les chercheurs en séisme. Lorsque ces courants solaires à haute vitesse approchent de la Terre, ils génèrent ce que certains chercheurs appellent un vide du vent solaire. La densité de particules chute drastiquement, atteignant parfois moins d'un proton par centimètre cube. Pour mettre cela en perspective, l'air que nous respirons contient environ 25 milliards de molécules par centimètre cube, ce qui rend ce vide solaire bien plus raréfié que tout vide que nous pourrions produire en laboratoire. Selon une hypothèse controversée, circulant dans les cercles de recherche alternative, ces conditions pourraient provoquer quelque chose d'extraordinaire, déclencher de grands séismes sur Terre. La théorie stipule que la croûte terrestre est soumise à une tension constante, due aux forces tectoniques, accumulant de l'énergie le long des failles géologiques jusqu'à ce qu'elles finissent par céder. Mais que se passerait-il si les champs électromagnétiques externes pouvaient influencer le moment exact de ce glissement, et si l'environnement électrique entourant notre planète, modulé par les conditions du vent solaire, pouvait fournir le coup de pouce nécessaire pour déclencher des séismes déjà chargés et prêts à s'effondrer? Le mécanisme proposé décrit une cascade d'effets électromagnétiques. Les courants de vent solaire à haute vitesse provoquent d'intenses perturbations géomagnétiques en comprimant et en étirant la magnétosphère terrestre. Ces perturbations induisent des courants électriques puissants dans les couches conductrices de la planète, y compris dans l'ionosphère supérieure et le manteau inférieur conducteur. Ces courants induits circulent dans la croûte terrestre en suivant les chemins de moindre résistance électrique. Ce sont des phénomènes bien documentés, surveillés attentivement par les compagnies de services publics, car ils peuvent endommager les transformateurs
ou corroder les tuyaux. Mais pourrait-il également influencer la mécanique des failles tectoniques? L'idée n'est pas totalement farfelue. L'activation sismique est un domaine de recherche actif. Les scientifiques savent que de petits changements de tension, comme ceux causés par les marées, les variations de pression atmosphérique ou même l'extraction d'eau souterraine, peuvent avancer ou retarder la survenue de séismes sur des failles proches. La question est de savoir si les effets électromagnétiques ont une intensité suffisante pour exercer une influence similaire. En septembre 2025, une expérience naturelle s'est produite un trou coronal persistant, appelé CH 1316, dirigeait un vent solaire à haute vitesse vers la Terre depuis plusieurs jours. Les stations de surveillance ont enregistré les signaux caractéristiques haute vitesse, faible densité et conditions soutenues générant des perturbations géomagnétiques prolongées. La tempête géomagnétique G3 qui en résulta ne fut pas la plus intense jamais enregistrée, mais elle se distingua par sa durée et par les conditions électromagnétiques particulières qu'elle créa. Les magnétomètres terrestres détectèrent des fluctuations qui persistèrent plus de 48 heures, tandis que les stations de surveillance ionosphérique documentèrent des perturbations s'étendant sur toute la planète. 3 jours plus tard, la péninsule du Kamtchatka subit un séisme de magnitude 7,8. Bien entendu, corrélation n'implique pas causalité, et tout scientifique rigoureux le sait. Le séisme se produisit dans une région déjà soumise à une intense activité de réplique après le mégaséisme de juillet de magnitude 8,8. D'un point de vue statistique, de grandes répliques n'étaient pas seulement possibles, elles étaient attendues. Ce qui intrigue les chercheurs, c'est le schéma temporel. Selon leurs analyses, les grands séismes montrent une certaine tendance à se regrouper durant les périodes de faible densité du vent solaire, comme les vides créés par les courants des trous coronaux. Le mécanisme proposé implique plusieurs étapes. D'abord, le vide du vent solaire réduit la pression externe sur la magnétosphère terrestre, permettant son expansion. Cette expansion modifie la géométrie des systèmes de courants électriques circulant dans la région de couplage entre la magnétosphère et l'ionosphère. Ces changements de courant pourraient à leur tour altérer la force et la distribution des courants telluriques traversant la croûte terrestre, notamment dans les zones où les failles intersectent des structures conductrices. Théoriquement, ces modifications pourraient influencer la pression des fluides à l'intérieur des failles, affectant leur propension à se rompre. Ces effets pourraient modifier les propriétés électriques des matériaux dans la zone de faille ou générer des concentrations de tension auparavant inexistantes. Même si les amplitudes sont minimes à l'échelle absolue, les séismes sont sensibles à de petites variations de tension lorsque les failles sont déjà critiques et prêtes à céder. Les recherches soutenant ces théories proviennent d'analyses statistiques de catalogues sismiques comparées à des bases de données de météorologie spatiale. Certains travaux rapportent des corrélations entre l'intensité des tempêtes géomagnétiques et la fréquence des séismes, tandis que d'autres relient des paramètres spécifiques du vent solaire, tels que la vitesse et la densité. Cependant, la sismologie traditionnelle reste profondément sceptique. Le Service géologique des États-Unis, qui maintient la plus grande base de données sismiques au monde, précise clairement qu'aucune relation causale entre le climat spatial et l'activité sismique n'a été démontrée. Sa position
soutenue par de multiples analyses indépendantes, indique que les corrélations rapportées dans certaines études ne se maintiennent pas lorsque des contrôles statistiques appropriés sont appliqués. Le défi dans ce domaine consiste à distinguer les signaux réels des artefacts statistiques. Les catalogues sismiques contiennent des milliers d'événements, tandis que les bases de données du climat spatial enregistrent des variations continues de multiples paramètres. Avec tant de possibilités de comparaison, trouver des corrélations apparentes est presque inévitable, même si aucune relation réelle n'existe. Les critiques soulignent plusieurs problèmes. Le biais de sélection peut affecter les événements et périodes analysés par les chercheurs. Les effets de comparaison multiples augmentent la probabilité d'identifier de fausses corrélations et les mécanismes physiques proposés manquent souvent de support quantitatif, expérimental ou théorique. Les partisans, pour leur part, avancent que la persistance de certaines corrélations dans différents ensembles de données, régions et méthodes, suggère qu'un phénomène réel pourrait se produire. Ils citent des expériences où des champs électromagnétiques ont influencé la mécanique des roches, ainsi que la reconnaissance croissante que l'environnement électrique terrestre est plus complexe et dynamique qu'on ne le pensait. L'hypothèse du vide du vent solaire tente d'offrir un cadre physique pour ces observations. En se concentrant sur des conditions spécifiques, vent solaire de faible densité et haute vitesse, courant persistant des trous coronaux. Elle fournit des prédictions vérifiables sur le moment où les effets les plus forts du climat spatial pourraient se manifester. Avec l'arrivée du pic du cycle solaire 25, les opportunités de tester ces idées se multiplient. Les trous coronaux sont plus nombreux et persistants durant le maximum solaire, générant des rencontres fréquentes avec des courants à haute vitesse, tandis que la surveillance géomagnétique est désormais plus exhaustive que jamais, offrant des mesures détaillées de l'environnement électromagnétique pendant les événements sismiques. La séquence de septembre 2025 constitue un point de données unique, un trou coronal prolongé, créa des conditions de vide classiques, suivi quelques jours plus tard par un grand séisme dans une zone à forte charge sismique. Que cela reflète causalité, corrélation ou simple coïncidence, reste un sujet de débat. Ce qui rend les prochains mois particulièrement fascinants, c'est que l'activité solaire normale ne se limite pas là. Un visiteur interstellaire doté d'une immense coma de plasma se rapproche de son passage le plus proche de notre étoile. Si le couplage électromagnétique entre l'espace et la Terre est réel, 3I Atlas pourrait fournir la preuve la plus spectaculaire jamais enregistrée. Le vide du vent solaire cesse d'être une simple curiosité de la physique spatiale et devient une fenêtre pour observer comment notre planète répond au rythme électrique du système solaire. Avec l'arrivée d'octobre 2025, cette fenêtre est sur le point de s'ouvrir de façon spectaculaire. Que l'on croit ou non que les séismes puissent être influencés par le climat spatial, une chose est certaine, les prochaines semaines fourniront une abondance de données à analyser. La question est de savoir si ces données confirmeront l'hypothèse du vide ou la réfuteront finalement. Quoi qu'il en soit, la Terre sous nos pieds et le plasma circulant au-delà sont sur le point d'initier une connexion cosmique qui pourrait transformer notre compréhension du fonctionnement réel du système solaire. Parfois, l'univers possède un sens du tempo qui rendrait jaloux n'importe quel scénariste hollywoodien.
Le 13 septembre 2025, Mercure atteignit la conjonction supérieure, le point où elle se trouve directement derrière le Soleil, vu depuis la Terre, formant une ligne presque parfaitement droite dans l'espace. Moins de 24 heures plus tard, une tempête géomagnétique G3 frappa la magnétosphère terrestre, avec une intensité suffisante pour illuminer le ciel en vert jusqu'au sud du Kansas. Coïncidence? L'héliophysique dit non. La tempête fut clairement provoquée par un flux de vent solaire à haute vitesse, provenant d'un trou coronal, suivi depuis plusieurs jours. La position de Mercure, à 96 millions de kilomètres, de l'autre côté du Soleil, ne pouvait altérer directement les conditions du vent solaire près de la Terre. Mais c'est ici que l'histoire devient intéressante pour ceux qui sortent des sentiers battus. Certains chercheurs suggèrent que les alignements planétaires pourraient avoir un effet subtil mais significatif sur l'environnement électrique du système solaire. Non pas par la gravité, trop faible, mais via le réseau complexe d'interactions électromagnétiques reliant tous les corps à l'intérieur de l'héliosphère. Pour comprendre cette possibilité, il faut concevoir le système solaire non pas comme un ensemble de mondes isolés, orbitant dans le vide, mais comme un immense circuit électrique. Le Soleil occupe le centre, pompant des particules chargées qui génèrent des courants à travers toute l'héliosphère. Les planètes, avec leurs champs magnétiques et ionosphères, agissent comme des composants électriques résistants, condensateurs et inducteurs, opérant à une échelle dépassant toute technologie humaine. Lorsque les planètes s'alignent selon cette perspective électrique, elles pourraient modifier l'impédance globale du circuit héliosphérique. Pensez-y comme ajouter ou retirer des composants dans un appareil électronique, les motifs de flux de courant changent, et le système réagit de manière difficile à prévoir. La conjonction de Mercure du 13 septembre fut remarquable, car elle coïncidait avec une période d'activité solaire accrue. Le Soleil approchait du pic du cycle solaire 25, avec une augmentation des taches solaires et des éruptions fréquentes. Le trou coronal C, H1316, émettait depuis plusieurs jours un vent solaire à haute vitesse vers la Terre, fournissant le matériau nécessaire aux perturbations géomagnétiques. Cependant, la tempête du 14 septembre fut plus intense que prévu. Les estimations initiales la classaient G2 modéré, mais les magnétomètres terrestres détectèrent des perturbations atteignant des niveaux forts de G3. La différence peut sembler minime, mais en termes de climat spatial, elle représente une augmentation significative d'énergie électromagnétique. Les tempêtes G3 marquent le seuil où le climat spatial commence à affecter visiblement la technologie quotidienne. Les aurores devinrent visibles bien au-delà des pôles, avec des observations depuis le Colorado et l'Illinois. Les communications radio subirent des interruptions, notamment sur les hautes fréquences utilisées par l'aviation et la navigation maritime, et le GPS perdit en précision à cause des perturbations ionosphériques. Plus pertinent pour la recherche, les tempêtes G3 induisent des courants géomagnétiques significatifs dans la croûte terrestre. Ces courants induits circulent à travers les structures géologiques conductrices, suivant des chemins déterminés par les nappes phréatiques, la minéralisation et les types de roches. Ils sont bien documentés et surveillés depuis des décennies par les entreprises de services publics, car ils peuvent endommager des transformateurs et provoquer des pannes en cascade. La question est de savoir si ces courants
peuvent influencer les processus sismiques. Les ingénieurs électriciens surveillent des courants induits atteignant des centaines d'ampères dans les lignes de transmission, mais certains chercheurs alternatifs soutiennent que des millions d'ampères pourraient non circuler dans les profondeurs lors de tempêtes géomagnétiques intenses. La physique de la manière dont cela pourrait déclencher des séismes reste spéculative, mais plusieurs mécanismes ont été proposés. Les courants traversant les zones de faille pourraient altérer la pression des fluides, modifier les propriétés électrochimiques de l'eau souterraine, changer la résistance électrique des roches de faille, augmenter la probabilité de glissement sous la contrainte existante, ou même générer un chauffage localisé affectant la résistance mécanique de la roche en point critique. Les sections de plans de faille. La géophysique conventionnelle considère ces mécanismes peu convaincants, principalement parce que l'énergie impliquée semble trop faible pour surmonter les forces mécaniques gouvernant l'occurrence des séismes. Un séisme typique de magnitude 7 libère une énergie équivalente à 32 bombes nucléaires, tandis que l'énergie électromagnétique même des tempêtes géomagnétiques sévères ne représente que de minuscules fractions de ce total. Cependant, déclencher un séisme ne nécessite pas d'égaler l'énergie totale d'un événement sismique. De petites variations de contraintes, mesurées en kilopascal plutôt qu'en mégapascal, peuvent précipiter l'activation de failles déjà proches de l'effondrement. Par exemple, les forces de marée lunaire peuvent induire des séismes, même si leurs effets mécaniques sont insignifiants par rapport aux contraintes tectoniques. La question clé est de savoir si les effets de contraintes électromagnétiques produits par les tempêtes géomagnétiques peuvent atteindre des magnitudes comparables à celles des marées. Des expériences en laboratoire suggèrent que les courants électriques peuvent influencer les processus de fracturation des roches, mais extrapoler ces résultats à des failles naturelles reste un défi. Ce qui rend la tempête du 14 septembre particulièrement intrigante, c'est sa synchronisation à la fois avec la conjonction de Mercure et le séisme ultérieur du Kamtchatka. Si les positions planétaires peuvent moduler les conditions électriques de l'héliosphère, alors les événements d'alignement pourraient représenter des périodes de couplage électromagnétique renforcées entre le climat spatial et les processus terrestres. Le mécanisme fonctionnerait plus ou moins ainsi. Les alignements planétaires modifient la structure à grande échelle de la feuille de courant héliosphérique. La vaste spirale de courants électriques qui s'étend depuis l'équateur solaire à travers tout le système solaire. Ces changements se propagent à la vitesse de la lumière, atteignant la Terre en environ 8 minutes après leur génération à la surface solaire. Lorsque la feuille de courant modifiée interagit avec la magnétosphère terrestre lors d'une tempête géomagnétique, l'effet pourrait être amplifié par rapport aux conditions normales. Le champ magnétique de la Terre canalise les courants intensifiés vers les régions polaires, les reliant au circuit global des courants telluriques qui traversent la Terre solide. Dans les zones tectoniquement actives, comme la péninsule du Kamtchatka, ces courants pourraient, en théorie, fournir la contrainte supplémentaire nécessaire pour déclencher des séismes sur des failles déjà proches de la rupture. L'effet serait subtil, avançant peut-être l'activation sismique de quelques heures ou jours, sans générer d'événements entièrement nouveaux. Tester cette hypothèse nécessite une analyse statistique minutieuse, en comparant les catalogues de séismes avec les relevés de tempêtes géomagnétiques et les bases de données sur la position planétaire. Certaines études préliminaires
montrent des corrélations faibles, mais la communauté scientifique reste divisée sur leur pertinence. La séquence de septembre 2025 fournit une référence pour cette recherche en cours. La conjonction supérieure de Mercure a précédé la tempête G, 3 de moins de 24 heures. La tempête a duré plus de 2 jours, générant des perturbations électromagnétiques soutenues. 3 jours plus tard, la péninsule du Kamtchatka a subi un séisme de magnitude 7,8. Si ces événements sont reliés par autre chose que le hasard, la question reste ouverte. Les intervalles de temps-heure entre la conjonction et la tempête, jours entre la tempête et le séisme, sont cohérents avec des mécanismes de déclenchement électromagnétique, mais pourraient également n'être que de simples coïncidences. À mesure que nous entrons dans la phase maximale du cycle solaire 25, les opportunités de tester ces idées se multiplient. Les trous coronaux deviennent plus fréquents pendant le maximum solaire, générant des rencontres constantes avec des flux à haute vitesse. Les alignements planétaires se répètent tout au long de l'année, offrant de multiples occasions de corréler les conditions électromagnétiques avec l'activité sismique. L'épreuve définitive pourrait survenir fin octobre, lorsque 3 atlas atteindront leur périhélie, alors que plusieurs événements astronomiques se produisent simultanément. Si le couplage électromagnétique entre le climat spatial et les séismes a été réel, cette période pourrait fournir la preuve la plus solide à ce jour. Mais cela suppose que les effets soient subtils et localisés. Et s'ils ne le sont pas, et si l'environnement électromagnétique pendant l'alignement d'octobre est suffisamment intense pour influencer l'activité sismique de plusieurs régions en même temps. Nous pénétrons alors un territoire inexploré concernant la relation entre le climat spatial et les processus terrestres. Le Soleil est plus actif que ces dernières années. Plusieurs comètes convergent dans le système solaire intérieur. Et les positions planétaires créent des conditions inédites dans l'histoire enregistrée. Les événements de septembre pourraient n'avoir été que le prologue d'un drame cosmique beaucoup plus vaste. Que ce drame se manifeste comme curiosité scientifique ou comme phénomène transcendantal dépend des questions que nous oserons poser. Dans la plupart des régions, cet antipode se situe quelque part dans l'océan. Mais pour la péninsule sismiquement active du Kamtchatka, une curiosité plus intrigante se présente. Ces antipodes se trouvent remarquablement proches du passage de Drake, l'une des régions tectoniquement les plus dynamiques de l'océan austral. Cette curiosité géographique a attiré l'attention des chercheurs étudiant ce qu'ils appellent les systèmes sismiques à équilibre énergétique global. Leur hypothèse est provocatrice et pour la plupart non vérifiée. Lorsque se produisent des séismes massifs, ils génèrent des déséquilibres de contraintes qui doivent finalement se résoudre. Et parfois, cette résolution se manifeste à l'autre bout du monde. Le concept repose sur une physique solide et une spéculation géodynamique. Nous savons que les grands séismes produisent des ondes sismiques se propageant autour de la Terre entière. Ces ondes, en particulier les ondes de surface de longue période, pouvant effectuer plusieurs tours de la planète, transportent des informations sur la magnitude du séisme, sa profondeur et les caractéristiques de la rupture vers chaque point de la surface. Mais, et si elles transportaient autre chose? Et si elles portaient des changements de contraintes cumulés qui, avec le temps,
créerait des conditions propices à de futurs séismes dans des zones apparemment étrangères à l'événement initial. Le séisme du Kamtchatka, de magnitude 8,8 du 29 juillet, a sans doute généré suffisamment d'énergie pour mettre cette hypothèse à l'épreuve. Ces ondes ont été enregistrées par des stations de surveillance sur tous les continents, certaines détectant des mouvements plus de 12 heures après la rupture initiale. Ces ondes ont effectué plusieurs circulations autour de la Terre avant de se dissiper dans le bruit de fond sismique continu, traversant les principaux systèmes de phase.